Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur votre tribune panafricaine Ouro Africa, 1h30 d'échange, de réflexion, d'analyse sur les grandes actualités du continent. Et pour être justement au cœur de l'actualité, ce soir, nous allons évoquer ces tensions entre Paris et Malabo. Elles sont inhérentes justement à l'annonce, la grande annonce de l'État français qui pourrait mettre dans les prochains jours en vente l'immeuble situé à avenue Foch, un immeuble qui serait dans l'escarcelle justement de la République de Guinée équatoriale qui n'entend pas laisser faire l'État français. On revient donc sur ces tensions entre Paris et Malabo et on essaiera avec vous bien sûr d'interroger le rapport de force. Qui peut faire quoi? Est-ce que la France serait en capacité de vendre justement cet immeuble-là et de redistribuer le gain perçu au peuple de Guinée équatoriale tel que c'est annoncé, ou alors la Guinée équatoriale pourrait faire obstruction à ce projet de vente français de cet immeuble-là. On en parle ce soir sur le plateau de Ouro Africa. On reviendra aussi de façon plus enrobée sur le défi des renationalisations sur le continent africain. C'est vrai que c'est une problématique extrêmement importante lorsque l'on interroge les dynamiques justement d'émergence qui sont celles de la plupart des pays africains. On s'interrogera sur pourquoi est-ce que ces renationalisations peinent véritablement à décoller. Le cas Socadel au Cameroun pourrait servir d'exemple lorsqu'on rend compte que Eneo Parti, Socadel peine véritablement à décoller. Mais on introduira cette édition de Ouro Africa avec quelques images qui nous viennent de Dakar et qui laissent véritablement le peuple africain songeur. Je vous reviens tout de suite. Retour sur le plateau de Ouro Africa, je l'ai dit, on échangera sur plusieurs problématiques qui justement font l'actualité sur le continent africain. Et pour ce faire, pour cette aventure, ils sont 4 à avoir répondu présent. Je commence par ma droite extrême avec un habitué de cette tribune, Franck Carlin Manson. C'est un acteur de la société civile à qui nous disons véritablement bonsoir et surtout bienvenue. Bonsoir Stéphane, merci pour l'invitation renouvelée. C'est toujours un plaisir d'aborder ces sujets extrêmement sensibles avec toi. J'ai dit également bonsoir à mes nombreux co-discutants, sans manquer de faire un coucou à nos nombreux téléspectateurs, dont nous espérons être à la hauteur de leur attente. Merci Franck Carlin. À ma gauche proche, je porte à la connaissance des milliers de téléspectateurs de Ouro Africa la présence de monsieur Esaïe Ateba. C'est un analyste sociopolitique bien connu sur l'estrade médiatique au Cameroun. Bonsoir. Bonsoir aux nombreux téléspectateurs et je suis ravi d'être sur ce plateau en cette soirée et j'espère qu'on aura un débat édifiant pour les nombreux téléspectateurs qui nous suivent et je veux aussi passer un bonsoir particulier aux co-discutants qui sont sur ce plateau. Merci Esaïe. Je continue l'exercice avec un titulaire, si on peut le dire ainsi, de Ouro Africa, le docteur Jean-Moïse Bock, nous accompagne une fois de plus. Bonsoir docteur. Bonsoir Stéphane, bonsoir à mes co-discutants, bonsoir à l'Afrique dans sa globalité et félicitations aux équipes qui continuent de nous représenter à la Coupe du Monde. Merci pour l'invitation. Merci à vous docteur. Je termine l'exercice par
Tout en signalant de façon assez particulière la présence du docteur Timothée Essomba Abena. C'est un habitué qui nous avait un peu abandonné, mais qui revient de façon particulière auréolé de cette nouvelle casquette. Docteur Timothée Essomba Abena, c'est un juriste, chercheur bien connu sur l'estrade médiatico-recherche au Cameroun. Bonsoir, docteur. Bonsoir Stéphane, bonsoir à mes copanélistes. Mon bonheur est heureux de retrouver cette estrade subunicienne de Ouro Africa après pratiquement 6 mois d'hibernation académique qui nous ont justement permis d'aller décrocher ce titre, chose qui n'était pas facile. Il faut bien que les téléspectateurs comprennent que l'absence n'était pas une absence conflictuelle, oui. C'était une absence nécessaire dans le processus d'émancipation des panélistes. Parce que voyez-vous, il est important que nous qui venons sur les plateaux éveiller l'opinion, fassions comprendre à cette opinion que Dieu ne nous a pas envoyés sur terre pour demeurer sur place. Nous avons le devoir de travailler davantage, d'évoluer, afin d'aller quérir cette lumière prométhéenne et de la ramener auprès de nos différents concitoyens. Je puis donc les rassurer que je suis là, grâce à Dieu, je suis en bonne santé et heureux de revenir dans cette arène panafricaniste. Merci, docteur Essomba. Je me rends compte que même notre réalisation ne s'est pas encore arrimée. Il faut préciser que c'est désormais docteur Timothée Essomba. Anissé Nomo, je te sais très rapide pour ces choses-là. Timothée Essomba, c'était l'ancienne version. On va dire aujourd'hui que nous sommes sur le plateau avec le docteur Timothée Essomba Abena qui va, une fois de plus, comme il l'a fait et toujours fait, nous irriguer de sa science. Lorsque je le dis, on va faire une brève escale du côté de Dakar. Pourquoi Dakar? Parce que de ce côté-là, du côté de l'Assemblée nationale sénégalaise, il y a cette vaste réforme qui justement voudrait à ce que le PASTEF, parti majoritaire, puisse faire valider un projet de loi. Les choses avaient pourtant bien commencé, mais là on se rend compte que il y a eu quelques problèmes. Monsieur Zaï Ateba, on voit en opposant au président de l'Assemblée qui est quasiment embarqué manu militari par les partisans d'Ousmane Sonko, avec tout ce que cela peut entraîner comme dérive et même commentaire. C'est vrai que c'est déplorable de voir ce type de situation parce que on estime quand même que ce sont des députés représentants de la nation et qui ont une certaine culture, qui peuvent débattre sans se battre. Mais oui, lorsqu'on observe que les députés en viennent aux mains et qu'on parte retirer un autre collègue sur le perchoir avec autant de brutalité. Je suggère que la réalisation reste avec nous sur ces images parce qu'elles doivent véritablement être décryptées. Qu'on parte retirer un autre député sur le perchoir où il est en train de peut-être vouloir faire un discours, c'est terrible. Moi, je me dis, quand on veut bâtir une démocratie et surtout qu'on connaît Ousmane Sonko et on estime qu'il est venu donner un nouveau souffle à la démocratie sénégalaise, est-ce qu'on doit avoir de telles images aujourd'hui? Parce qu'on a l'impression qu'on retourne à l'époque de l'état de nature quand même, où on ne règle plus les problèmes avec le langage, on ne règle plus les problèmes avec le dialogue, et bien on se retrouve dans la brutalité, comme si on était dans un marché. Et dans un marché, est-ce qu'il y a une différence entre les députés aujourd'hui et les commerçants du marché, ou bien des jeunes dans des quartiers? Je pense que non, c'est pas une image à véhiculer aujourd'hui au Sénégalais, au peuple sénégalais. Franck Alamanson, nous sommes là du côté de Dakar, du côté de l'Assemblée nationale. C'est Ousmane Sonko qui est président de l'Assemblée. Et on sait justement tout l'espoir qu'il fédère et fédérait, ou alors fédérer et continuer à fédérer autour de sa personne et autour de son projet. Lorsque de pareilles images sont distillées à travers le monde, que peut-on dire? Acte manqué, espoir déçu, ou alors expression d'une démocratie à la sénégalaise? Ben, Stéphane, c'est révélateur de l'impertinence de la plupart des institutions africaines. Oui. Parce que, voyez-vous, le Parlement a pour mission régalienne faire les lois. Oui. Et je pense que ce que nous observons là va à l'encontre en fait de la loi, va à l'encontre de l'éthique, va à l'encontre de la norme. On se pose vraiment la question
si ces députés sont véritablement conscients de la mission qui leur incombe. Ça, c'est un élément. Le deuxième élément est ceci que Ousmane Sonko fait peur. Il faut l'avouer, il fait peur justement à celui ou ceux-là qui visent le fauteuil présidentiel pour la prochaine élection. On sait très bien qu'il joue d'une influence certaine sur une bonne femme de la population. Et on peut revenir à la réalisation. D'ailleurs, sur tous les députés qu'il contrôle au niveau de l'Assemblée nationale. Parce que, voyez-vous, sur pratiquement 165 députés, ils sont quoi le contrôle sur pratiquement 130 ou 135 députés, qui ne traduit que l'influence et le contrôle qu'il a sur les populations. Et on connaît très bien ce qui se passe dans la tête du camp adverse. Oui. On sait très bien qu'il y a le contrôle de l'État, le contrôle de la machine de l'État, et derrière, il y a des ancrages qui sont en train de se construire entre le chef de l'État actuel et les puissances impérialistes. Donc ce qui fait que quand on a fait la chose, ça craint en fait à une crise institutionnelle, puisque de toutes les façons, nous ne sommes pas loin de là. Merci Franck Carla Manson. Les réactions commencent à tomber. Je m'en vais retenir de façon particulière celle d'un homme politique bien connu au Cameroun. On parle là de Yaya Bello qui, tout en saluant le panel, précise qu'il avait dit sur un des plateaux justement d'Info TV concernant la situation au Sénégal, notamment avec le populiste de Sonko, que c'est un mauvais dirigeant. Les faits me donnent raison. Aujourd'hui, Sonko est un populiste qui a soif du pouvoir absolu. Il veut le pouvoir tout de suite et sans partage. Dommage, poursuit-il, pour le peuple sénégalais qui s'est débarrassé d'un bon bâtisseur en la personne de Macky Sall pour s'arroger un pouvoiriste populiste assoiffé de pouvoir. Hélas. Jean-Maurice Mbok, hélas pour vous aussi. Hélas pour le peuple sénégalais, parce que depuis longtemps, je vous ai dit ici que mon intérêt se portait uniquement sur le peuple sénégalais, pas sur les dirigeants, parce que les dirigeants passent. Et il faudrait que ceux qui sont aux affaires travaillent à laisser des institutions capables d'améliorer les conditions de vie des citoyens. Hélas pour les Sénégalais, parce que en fait, quand vous suivez une scène aussi difficile, et vous suivez l'interview du député en question qui a été... il est revenu quelques minutes plus tard. Voilà, il explique de manière très simple que le PASTEF joue sur le nombre et veut imposer son nombre de députés et non les lois et les textes de loi qui doivent être débattus. Ce qui fait donc que pour le PASTEF, quand ils ont pris une décision, vous suivez, on vous met dehors. Et il estime donc que ce n'est pas la démocratie. Et ce n'est pas la démocratie, Stéphane. Il faudrait aujourd'hui que M. Sonko comprenne très bien. Pour ceux qui ont été attentifs justement à l'audio, le député en question tient quand même des propos qui pourraient être sujets à caution eux-mêmes. Il traite le président de l'Assemblée nationale, Ousmane Sonko, de dictateur, d'usurpateur de pouvoir. Il ne le reconnaît pas. Il s'interroge même sur justement la dynamique parlementaire avec Ousmane Sonko au perchoir. Il quitte le perchoir, il s'en va vers la foule entre guillemets, puisque c'est les députés qui y sont. Il revient et continue son discours aux intonations assez acerbes pour le président Ousmane Sonko. Est-ce que lui-même ne l'a pas, entre guillemets, un peu cherché? Non, je crois que c'est le ras-le-bol. Il faut, je dis, déjà? Oui. On n'est même pas à 3 mois. Justement, si vous suivez l'interview de ce député, qui rappelle clairement qu'avant que M. Sonko ne revienne à l'hémicycle, il n'y avait pas ce genre de problème. Ils avaient un type de problème, mais ils parvenaient toujours à s'entendre. Mais depuis que M. Sonko est venu, c'est comme s'il a dopé ces gars qui sont... Et vous avez vu, les images parlent d'elles-mêmes. Les femmes qui vont bagarrer parce que Sonko leur permet, M. Sonko, le président Sonko, leur permet d'injurier. Et il a dit, même les ministres sont injuriés quand ils viennent pour les questions orales ou d'autres sujets. Donc c'est pour simplement dire que aujourd'hui, il faudrait que M. Sonko comprenne très bien. Le Sénégal ne lui appartient pas. Il appartient au peuple sénégalais. Et s'il a ses comptes à régler avec Diomaye Faye, il ne faudrait pas que le peuple devienne un bouc émissaire ou victime de, finalement, je ne vais pas le qualifier jusqu'à présent, parce que je me tiens à son discours, lui, à sa sortie dans le média étranger, où il rappelait quand même qu'il va respecter le fonctionnement et la présidence de Diomaye, mais quand vous voyez ce qui se passe là, on comprend qu'il n'est pas en train de tenir parole. Donc aujourd'hui, je vais rappeler à M. Sonko que lui, comme Diomaye, ont créé de l'espoir dans la dynamique politique africaine. La jeunesse africaine a placé en eux
tellement d'attentes, tellement d'espoir, que la déception ne fait que s'agrandir quand on voit leur séparation, la façon dont ça s'est passé, les mots qui ont été lancés, parce que Diomaye n'a pas été tendre non plus. Dans sa douceur et son calme, il a passé un savon, mais d'une violence même plus violente que les mots un peu fougueux de M. Sonko. Donc aujourd'hui, il faudrait que les deux dirigeants retiennent que le spectacle qui vient de se passer là, ce n'est pas le député qu'on a empoigné, ce n'est pas le député qui est tombé, la dame qui est tombée, mais c'est le peuple sénégalais qu'on a empoigné, c'est le peuple qui est tombé, c'est le peuple qui a été expulsé de l'Assemblée nationale militaire par les forces de défense. Ça veut quand même dire c'est vrai que le député en question pourrait être soupçonné d'outrage au très honorable Sonko, parce que les propos tenus étaient inqualifiables lorsque l'on connaît comment M. Sonko arrive au perchoir, le traité d'usurpateur, le traité de dictateur, l'affublé de tous les noms d'oiseaux. Cela pourrait quand même être sujet à caution et créer cette effervescence au sein de l'hémicycle, peut-être à justifier qu'il puisse être sorti de façon assez rugueuse par les forces de l'ordre. Non, à un niveau de responsabilité, il faut tenir compte du cadre dans lequel on opère. Quand vous traitez avec le peuple, attendez-vous parfois à l'attitude, au comportement du peuple. C'est un peu ce qu'on a adressé en off avec Dr Essomba. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce que vous êtes doit dépeindre dans votre environnement. Quand vous êtes président d'une assemblée nationale, vous encadrez des députés qui sont Bayam Selam, qui sont sauveteurs, qui sont des illettrés, des lettrés, tout ce que vous voulez, mais c'est le peuple qui est devant vous. Si vous-même, leader, n'avez pas une certaine retenue pour vous rappeler que le député qui est là, ce n'est pas lui, ce n'est pas l'individu que vous avez devant vous, c'est un peuple que vous avez devant vous, vous allez vous laisser entraîner dans la confusion. Non seulement c'est violent, mais c'est en même temps une école pour nous autres qui aspirons à travailler d'une manière ou d'une autre pour les affaires de la République, à retenir que des images comme celle-là, elles restent, Stéphane. Elles restent pas pour l'hémicycle, mais sur l'Afrique et sur notre façon d'amener la démocratie. Ça reste de la barbarie. On a vu ailleurs, c'est vrai, mais chez nous quand même, ça fait longtemps, on n'a pas assisté à un spectacle pareil. On avait quand même espoir qu'on évoluait dans nos hémicycles. Ici, le président Cavaille, qu'est-ce que les gens ne lui ont pas dit? Il a été traité de vieux, d'illettré, de malade, tout ce que vous voulez, mais il a toujours se gérer, d'alcoolique, il a toujours se gérer. Alors, pourquoi vous pensez finalement, on se dit, mais les jeunes devraient beaucoup apprendre des vieux finalement. Merci, Dr Jean-Moïse Mbok. Docteur Essomba, je me tourne vers vous. Alors, beaucoup sur le continent estiment qu'au vu du caractère explosif du très honorable Ousmane Sonko, la situation était quasiment déjà écrite, un scénario bien écrit qui allait amener à ce type de scène auquel on assiste aujourd'hui. L'éducation à la démocratie, à la citoyenneté est indispensable dans un État. Ce spectacle ubuesque auquel on assiste traduit le déficit d'éducation. Voyez-vous, l'inopérance de la démocratie participative qui voudrait qu'on réunisse tout le temps tout le monde pour prendre les décisions a fait naître la démocratie représentative. Ça veut dire que les parlementaires sont les représentants, les mandants du peuple. Et cette qualité a fait qu'on leur accorde des privilèges et des immunités, au rang desquels l'inviolabilité physique, l'inviolabilité morale, à côté des privilèges financiers que nous connaissons. C'est donc assez ahurissant que ce soit au sein du Parlement, cadre par excellence de vitalité ou alors de vitalisation de l'immunité parlementaire, que l'on porte atteinte à l'intégrité physique d'un parlementaire au motif de ce que... Le discours de l'honorable qui s'adresse au président lui-même était quand même catalyseur des tensions dans l'hémicycle. J'y viens. L'intégrité physique nous protège contre les actes de violence physique spontanée. L'intégrité morale, sauf dans les cas extrêmes de provocation, nécessite que l'on recourt à des procédures. Et les sessions au sein de l'Assemblée sont régulées par le règlement intérieur qui prévoit ce que l'on appelle la police des sessions. Il y avait donc deux options face à un discours caustique ou vindicatif ou méprisant ou encore outrageant. Première option,
retirer la parole de façon légale et courtoise aux députés et le sommer de retirer certains mots ou alors simplement lui donner, le traduire en justice ou tout simplement, dans un autre côté, le faire sortir, mais là par les forces de l'ordre. Sauf que, qu'est-ce que la vidéo nous révèle? Un président royalement péché et sa meute, passez-moi l'expression, qui décide d'agresser le député pour protéger, dit-on, l'honneur. Là, ce n'est plus du président de l'Assemblée, parce que le président de l'Assemblée est le président de tout le monde. C'est ça. Mais l'honneur de leur gourou. Et je vais atterrir sur ce qui fâche. Docteur Soma, c'est fort là. Puis là, le juriste a fini de parler. Maintenant, le citoyen lambda peut donner son avis sur la base de certaines informations. Le Sénégal, quoi qu'on dise, a des allures d'une république confessionnelle. Ce n'est pas clairement établi dans leur constitution que c'est une république islamique, mais dans les faits, dans le vécu sénégalais, il y a des allures de république confessionnelle. Et parmi les confessions, dans la confession, il y a des extrémistes. Où est-ce que Ousmane Sonko va attiser son aura populaire? C'est chez les prêtres mourides, que certains qualifient de secte. Cet ensauvagement traduit une seule réalité. On a l'impression que les députés pro Sonko sont en transe. Est-ce que vous avez vu les images? Et la seule chose, du point de vue mystico-spirituel, qui peut traduire un tel degré de violence, une telle réaction, c'est l'envoûtement. Oh, là, on est quand même dans le cas de faits mystiques. C'est la sémiotique. Nous sommes là dans le cas de la sémiotique comportementale. Parce qu'un député, c'est qui? Un député, c'est quand même le phare. Si pas un, mais plusieurs députés, il a même fallu que les forces de l'ordre interviennent pour que tous ne bondissent pas sur le député dissident. Vous comprenez qu'ils sont animés par une autre réalité. Ils sont animés par le désir d'en découdre. La question qu'on peut donc se poser, c'est en découdre avec qui? En découdre pourquoi? C'est peut-être là qu'on va convoquer d'autres arguments. Mais moi, je refuse de penser que ces événements n'ont qu'une portée physique. Il y a une portée hautement spirituelle qui me rappelle la radicalisation que nous avons observée ici pendant la présidentielle. Parce que le principe de la religion, c'est le dogme. Et dès qu'on dit dogme, on dit également absence de toute rationalité. Oui. Et là, on perd le surmoi qui contrôle nos pulsions ou nos compulsions pour tomber dans le ça, c'est-à-dire la remontée de toutes les passions qui, à un moment donné, sont désinhibées par nos émotions, par nos ressentis, par nos frustrations. Donc, il faut que le président Diomaye Faye, qui a cheminé avec Sonko, fasse très attention. Parce que là, ce n'est pas une simple affaire partisane. C'est tout l'État sénégalais qui peut vaciller. Parce qu'on voit des gens qui sont prêts à brûler tout le Sénégal pour avoir, pas pour être des démocrates, mais pour avoir raison. Et pourtant, je vais chuter par là, la vie nous enseigne une chose. En situation de crise, on passe à quoi? Au compromis. À quel moment est-ce que les Sénégalais s'asseyent pour adopter le compromis qui permettra au Sénégal de transcender cette crise et d'avancer? Il faut avancer, docteur Essomba. Merci pour l'excellente conclusion de propos. Il faut avancer. C'est tout ce qu'on va souhaiter au peuple sénégalais, que la démocratie puisse s'exprimer là-bas avec moins d'âpreté et qu'il y ait véritablement ce sens du compromis qui devrait primer à l'hémicycle, puisque le président Sonko a même annoncé au Cameroun dans les prochains jours, on va essayer d'être sur sa trace pour essayer de comprendre ce qui se passe réellement de ce côté-là. Lorsque l'on sort du Sénégal, qui n'était qu'une introduction
réflexion, on tombe tout de suite vers Malabo avec cette thématique qui nous amène vers cette nébuleuse, cette affaire très compliquée de bien mal acquis. Je commence par vous, monsieur Ateba. Alors, la dernière actualité nous fait savoir justement que ce serait la grande douche froide entre Paris et Malabo concernant justement cet immeuble, ce fameux immeuble situé avenue Foch, que se dispute désormais l'État de France et justement la République de Guinée équatoriale. L'État de France ici en tant que bienfaiteur qui espère vendre l'immeuble et redistribuer au peuple équato-guinéen, et justement l'État de Guinée équatoriale qui de façon subtile a réintroduit cet immeuble dans l'escarcelle des biens étatiques justement de la République de Guinée équatoriale. Alors, selon vous, qui est dans son droit ou alors et qui est dans l'opportunisme? On va dire que c'est une véritable blague, surtout parler du côté français, parce que j'ai l'impression que la France ne veut pas laisser cette affaire de paternalisme qu'ils ont toujours envers les pays africains. Je ne comprends pas comment on peut décider de vendre les biens et de redistribuer au peuple équato-guinéen. Je me demande, ça va se passer comment? On va remettre cet argent à qui? On fait comment pour donner ça? Le mécanisme, c'est ce qui est annoncé. On va vendre l'immeuble et on va redistribuer du côté de Malabo, du côté de Bata. Non, c'est une véritable blague, quand on le dise, monsieur Stéphane. Parce que dans cette situation, je pense que c'est l'État guinéen qui doit demander, équato-guinéen qui doit demander, c'est cela. Et ça doit peut-être passer, ça peut passer par le prochain gouvernement, mais pas celui-ci. Parce que là, vous ne pouvez pas décider de vendre un bien, je ne sais pas qui appartient peut-être, soit au fils. Si ça appartient au fils, il a sûrement acheté les gars. La réalité est que l'hôtel particulier appartenait justement à Théodorine, le vice-président de Guinée équatoriale. Et juste au sortir de cette vaste enquête inhérente au bien mal acquis, l'État souverain de Guinée équatoriale a estimé, pour que le bien n'échappe pas à la fortune équato-guinéenne, de le réintroduire dans l'escarcelle des biens appartenant à l'État. Je crois que cet immeuble est utilisé désormais pour justement l'apparat de la République de Guinée équatoriale en France. Il y a des représentations diplomatiques qui s'y déroulent. Lorsque la Guinée équatoriale veut recevoir ses invités de marque, c'est de ce côté-là. Comment comprendre qu'aujourd'hui, on passe, ou alors on veut passer par l'enquête sur les biens mal acquis pour prendre ces biens et le revendre en espérant le distribuer aux équato-guinéens? Il faut dire que c'est une sorte de malhonnêteté parce que la France a toujours procédé de la sorte, c'est-à-dire laisser les présidents africains acheter des biens que plus tard ils vont se mettre à récupérer, parce que lorsque vous observez la situation actuellement, c'est qu'il y a des bâtiments que la France ne peut pas laisser, que ce soit entre les mains des expatriés. Oui. C'est juste une supercherie qu'ils utilisent généralement. Ils laissent nos dirigeants aller acheter ces biens et par retour récupérer cela d'une autre façon. On ne peut pas faire que ce bâtiment qui abrite aujourd'hui les représentations diplomatiques soient vendues. Si ça doit être fait à la demande de l'État équato-guinéen. Oui. Peut-être, si aujourd'hui, on estime que les autorités qui sont actuellement là ne peuvent pas faire, je suis sûr que les prochaines autorités peut-être vont dire, aujourd'hui on a fait... la vente est annoncée dans les prochains jours. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas que peut-être cela va se faire. Il y aura sûrement des blocus parce que c'est vrai qu'on a rejeté l'appel de la partie équato-guinéenne qui voulait qu'on arrête cette vente. Et je pense qu'il y a une riposte qui s'apprête aussi parce qu'on a dit, si vous sortez les représentants diplomatiques équato-guinéens de cette ambassade, nous aussi on va avoir la réciprocité pour mettre aussi en mal vos diplomates de ce côté. Et on connaît déjà que la France aujourd'hui est en mal dans beaucoup de pays africains. Est-ce qu'ils vont aller jusqu'au bout avec cette attitude? Parce qu'il faut dire que c'est une attitude non seulement paternaliste, c'est une attitude malhonnête qui est en train de se jouer du côté de la France. Ils ne peuvent pas vendre ces biens qui, je ne sais pas qui a été acheté en France. Ils doivent attendre peut-être le prochain gouvernement avec qui ils vont peut-être traiter pour dire oui, il y a le président passé à acheter des biens ici là, on veut restituer ces biens à la France, on veut vendre cet immeuble. Et pourquoi même vendre d'abord? Ils veulent vendre pourquoi? Alors vous dites prochain président, mais le prochain président c'est Théodorine Obiangema du côté de Guinée équatoriale, c'est le point d'interrogation qu'il y a du côté français. Alors Franck Manson,
Nous revenons sur cette affaire des biens mal acquis qui s'apparente à une chasse aux sorcières. C'est vrai que le syllogisme est employé au Congo-Brazzaville, au Gabon, en Guinée équatoriale, bien mal acquis, avec ces récupérations in extenso de biens appartenant à des dignitaires africains du côté de la France, de la Grande-Bretagne et même de la Suisse. On s'interroge, avec toutes ces affaires, qu'est-ce qui pousse encore nos dirigeants à aller acquérir? On ne parle pas d'appartements dans le 18e, là on parle de biens d'hôtels privés avenue Foch. On est dans les centaines de millions d'euros. Qu'est-ce qui peut amener un dirigeant africain, connaissant justement ces tensions et ces contraintes aujourd'hui, à aller acquérir un bien de ce standing-là, en sachant qu'il pourrait être susceptible d'être embarqué dans la cession bien mal acquis? Stéphane, avant de répondre à vos questions, je voudrais poser un peu des bases. Voyez-vous, il y a une logique étatique dont j'ai l'habitude de faire régulièrement mention. Cette logique, en fait, n'est pas partagée au public, au petit peuple. C'est que, comprenez que les dirigeants du monde considèrent l'ordre social comme leur maison, comme leur propriété. Et c'est ce qui, en fait, justifie ou alors a justifié l'esclavage, la colonisation. Mais seulement, comme ils sont minoritaires, puisqu'on parle de 1% qui contrôle 99%, ils ne peuvent pas l'exprimer de manière aussi brutale. Et sachant très bien que ça peut créer des révoltes. C'est la raison pour laquelle vous allez voir, en fait, le mode de relation qui se développe, le mode de coopération du point de vue économique, politique et même sécuritaire avec ces nations. Ça, c'est le premier élément qu'il faut comprendre. Le deuxième élément, c'est ici que il y a une saisine qui a été faite par la France, je ne serai pas très précis, qui était évaluée à une centaine de millions d'euros. Et il était donc question que la France remette au trésor public de ce pays. De quel pays? Non, je préfère ne pas citer pour l'instant le pays. Mais jusqu'ici, ils n'ont même pas encore remboursé les 3 ou les 4% des 100 millions. Et qu'est-ce que ça nous donne de comprendre? La gouvernance mondiale, Stéphane, nous sommes dans un système qui est kleptocratique. Et cette kleptocratie se traduit par le fait que les grands gangsters ont parfois la prétention d'arrêter les petits gangsters. Voyez-vous, par exemple, le volume d'or, de diamants qui a été pillé en Afrique par les nations impérialistes. Le pétrole qui est pillé au prix des millions de morts. N'est-ce pas là, en fait, un détournement des deniers publics? Puisque vous avez évoqué tout à l'heure la question des biens mal acquis. Quand on parle des biens mal acquis, en fait, ça relève de la morale binaire. La morale binaire, c'est l'instrument par lequel on régule les petites populations. Ceux qui sont au sommet de la pyramide ne sont pas concernés. Permettez que j'évolue, Stéphane. Je vais répondre à vos questions. Oui, allez-y, parce qu'on a l'impression qu'on sort quasiment. Non, je ne Moi, j'ai une question pas. simple. J'y arrive. Au vu du contexte, Je vais répondre. qu'est-ce qui amène un dirigeant africain à aller acquérir un numéro de 200 millions d'euros en France? Je vais répondre justement, je suis sur la ligne de votre question. Allez-y. Vous savez que c'est ce mécanisme de pillage des ressources africaines qui ont inspiré en fait les dirigeants africains à piller plus tard. Parce que les chefs qu'on avait ici avant ne fonctionnaient pas comme ça. Et les chefs étaient au service de l'intérêt de la collectivité. Mais quand ces individus sont arrivés, là, ils ont commencé à piller. Avec toutes les transformations qui ont été faites, ceux qui ont été placés à la tête de ces États n'ont fait que reproduire les mêmes méthodes. Bien sûr, dans une façon beaucoup plus subtile. Il faut le dire comme ça. Et qu'est-ce qui amène donc concrètement ces dirigeants africains? C'est pourquoi tout à l'heure, je suis d'accord avec Dr Somba qui disait, mais c'est de l'envoûtement, Stéphane. C'est de l'envoûtement. Parce que c'est simpliste, Flamançon. Oui, regardez que, Stéphane, on a plusieurs exemples. On a les Bokassa, on a les Mobutu. Vous voyez? Oui. Qui révèlent, qui devraient en fait enseigner les dirigeants africains en allant placer l'argent là-bas, mais rien ne leur garantit qu'ils auraient le concours de cet argent quand ils ne seront plus chefs d'État dans ces pays. Puisque je dis bien, il y a plusieurs exemples. On a le Bongo aujourd'hui. Bien sûr, on a le Bongo aujourd'hui, mais c'est donc de l'envoûtement, Stéphane. Parce qu'un être normal, personne ne peut poser un acte dont il est conscient qu'il peut se retourner contre lui. Personne. C'est de
l'envoûtement, Stéphane. Merci, merci Franck Manson. C'est vrai que la lecture que vous faites pourrait être sujette à caution. Jean-Maurice Mbok, envoûtement, on s'interroge, mais on sait quand même que pour arriver à cette situation, il y a eu des enquêtes qui ont été menées sur le train de vie, justement, de dirigeants équato-guinéens, notamment le vice-président, qui a été suivi et donc il s'est avéré, selon les enquêteurs français, qu'il y avait détournement de deniers publics équato-guinéens et c'est ce qui justifiait ce train de vie. Je précise que dans la dite enquête, des véhicules de luxe ont été justement saisis. Je ne vais pas donner les marques pour qu'il n'y ait pas de publicité maladroite. Des véhicules de luxe ont été saisis, mais la principale pierre d'achoppement, c'est justement cet immeuble situé avenue Foch qui suscite toutes les convoitises parce que justement l'État français veut le vendre pour redistribuer, disent-ils, au peuple équato-guinéen. Le Malabo, de son côté, dit non, c'est pas possible, c'est un bien qui appartient à la Guinée équatoriale. Mais écoutez, la première chose qu'il faut dire ici, c'est que la nouvelle classe politique doit apprendre. Et j'insiste là-dessus parce que c'est notre cas d'école. Vous avez l'ancien colon qui s'en va, on l'a toujours dit ici, fabrique les néocolons. Quand il fabrique les néocolons, il crée un système de tromperie qui consiste à dire, vous êtes chez vous, mais créez-vous quand même un cadre de bonheur chez nous. Ils aiment bien Nice, ils aiment bien la Côte C'est d'Azur, ils aiment bien la Suisse. Voilà, bien... dans l'architecture de la tromperie, on vous impose le fait que modernisme, grandeur, royauté rime avec Nice, Monaco, Palais, Côte d'Azur. Donc c'est un montage qui est bien fait, seulement ça marche avec la gloutonnerie. C'est-à-dire que certains de nos dirigeants, les anciens, je préfère les appeler comme ça, fortement gloutons, ont l'impression que leur grandeur, leur valeur se trouve dans ce construit qui a été bien monté. Il faut donc aujourd'hui réaliser que la Guinée équatoriale est le dernier pays qui se rend compte à ses dépens que la tromperie a été poussée trop loin. Trop loin parce qu'il y a un type de montant que vous ne pouvez pas déplacer de chez vous à la France sans qu'il y ait certains accords. Il y a des acquisitions, notamment cet hôtel particulier, que vous ne pouvez pas faire sans un ensemble de procédés avec validation pour un bien de cette valeur-là. C'est vrai que la brigade financière là-bas est vigilante. Voilà. Alors, comment c'est passé? C'est parce qu'il y avait tromperie. Comment on a pu acheter des voitures, comme on a mentionné, certains à 200 millions de francs CFA, certains même à plus, avec des jantes en or et ainsi de suite. Parce que justement, dans la tromperie, on vous dit, gardez le maximum ici, parce que vous avez un peuple belliqueux qui peut se soulever contre vous, qui à tout moment peut vous chasser. Et là, il faut convoquer le volet paranormal, qui n'est peut-être pas de la sorcellerie au sens africain, ou envoûtement, mais qui est vraiment un construit tellement bien monté, tellement bien présenté et adossé à votre santé, adossé à votre bien-être vestimentaire, adossé à votre sécurité. Donc, ils construisent quelque chose d'excellent dans lequel vous reconnaissez, parce que vous allez pour vos soins, vous allez pour votre vêtement, vous allez avec vos enfants. Vous avez le passeport. Voilà. Et le comble de la supercherie, c'est donc ce passeport qu'on vous donne. Donc, on vous donne l'impression que vous êtes un citoyen comme les autres. Donc, le but étant justement de piller vos richesses. Mais vous les faites venir de vous-même, sans contrainte. Mais à la fin, ça ne vous reviendra jamais. Parce que c'est le principe. Aujourd'hui, et le politologue l'a convoqué, la France est mal à l'aise dans toute l'Afrique. Le seul bloc où il y a encore une relation de respect, c'est l'Afrique centrale. C'est le seul bloc. Ailleurs, là, c'est que dégagé. C'est vrai que les dernières actualités du côté du Burkina Faso nous font savoir qu'il y a rupture de relations diplomatiques avec le régime du président Traoré. Très bien. Au Tchad, par exemple, la rupture milito-sécuritaire a été faite, comme au Cameroun, comme au Congo. Mais ça s'est fait de manière très soft. Vous n'entendez pas parler de ça. Pourtant, ailleurs, c'est rentrer chez vous. Donc, aujourd'hui, la France se tient à la Guinée équatoriale parce qu'ils ont voulu tenir l'Afrique centrale par les élections. Ils n'ont pas réussi parce que partout aujourd'hui, c'est plié. Les présidents sont en poste. Le deuxième volet, c'est donc cette question de biens. Et vous voyez que avec le Gabon,
ça a été tourné en sorte de procès. Madame Sylvia Bongo essaie de revendiquer ce qu'elle doit revendiquer. Et puis, ça va se passer sous silence comme ça. Ouais. Ce qui doit rester, va rester. Donc, au Gabon, ils ont négocié. Ici, en Guinée équatoriale, ça sort parce que la Guinée équatoriale dit que je ne négocie pas. Ce bien m'appartient et je ne vais rien céder. On passe donc en mode chantage. Et dans le mode de chantage, on menace de vente. Mais le juriste est là et il peut le confirmer. Une vente aux enchères, on peut l'interdire pour plusieurs raisons. On peut l'arrêter, on peut la stopper. Est-ce que le rapport de force est en faveur de la Guinée équatoriale? Est-ce que Malabo, depuis Malabo, peut interdire à des huissiers français de procéder à une vente aux enchères validée par l'État de France? Je rappelle que la France n'est pas la plus haute cour. Il y a une cour au-dessus de la France. Mais ils en termes de relations ils ont internationales. perdu à CIG. Non, en termes de relations, on peut faire appel. Même quand on a perdu un procès, tant qu'on a les éléments et qu'on peut démontrer, on peut faire appel. Je dis simplement que le but n'est pas forcément de vendre le bien, mais c'est de créer un cadre de chantage pour les non-dits. Oui. Et c'est les non-dits qu'on ne mettra pas sur la table ici, parce que c'est là qu'on négocie forcément quelque chose qu'on veut avoir. Et un des moyens de pression, cette affaire, cet épouvantail qu'on nous ressort toujours chaque fois qu'il y a quelque chose à faire. Parce que ça fait 2 ans que c'était sous silence. On ressort ça maintenant. Pourquoi? Parce que forcément, il y a une négociation en cours dans laquelle la Guinée équatoriale dit niet, et la France veut les obliger, et c'est pour ça qu'il y a dans cette négociation-là. Mais pour moi, peu importe ce qui va se passer et l'issue, la leçon qu'on doit retenir, et je sors par là, c'est que nous sommes dans, et je l'ai dit la dernière fois, nous sommes en guerre. Et dans cette guerre, nous devons nous protéger d'abord nous-mêmes en tant qu'Afrique. Et dans cette protection-là, nous devons développer des réflexes qui amènent les dirigeants à se faire protéger par leur propre peuple. Parce que ce n'est pas ces gens-là qui vont protéger nos dirigeants. Mais la France dit qu'elle vend le bien pour distribuer au peuple équato-guinéen. Bon, en qualité de quoi? Protecteur peut-être. Si votre voisin... Ou philanthrope. Non, si votre voisin Stéphane entre chez vous, prend votre télévision et dit à votre femme et à vos enfants que je m'en vais vendre pour venir vous nourrir, c'est un voleur. Il n'y a pas d'autre terme. Donc la France est en train de se comporter exactement comme un voleur. Mais il faut que la France retienne aujourd'hui que cette nouvelle génération d'hommes politiques ne va jamais rentrer en confrontation avec elle. Mais nous savons aujourd'hui très clairement ce qu'est la France, quelles sont nos limites vis-à-vis de la France et comment gérer la France sans qu'on ne se fasse tromper comme nos pères se sont fait tromper. Merci, docteur. Ce n'est pas spécifique à la France parce que les États-Unis et même la Suisse. Non, on parle de la France actuellement. C'est Malabo-Paris. Il y a une intention. Non, on parle de Malabo-Paris. Malabo-Paris. C'est ça qui nous intéresse. C'est ça qui nous intéresse. Docteur Somba, je me tourne vers vous. C'est vrai que Dr Mbok évoque un épouvantail, mais Malabo brandit aussi son épouvantail, qui est celui de la rupture de relations diplomatiques. Est-ce que cela aurait pu être évité, Dr Somba, si justement on n'avait pas mis en avant ce train de vie fastidieux, justement de certaines élites équato-guinéennes qui allaient faire des emplettes de façon très dispendieuse et très ostentatoire du côté de Paris, suscitant et éveillant la curiosité et même la convoitise des Français qui voyaient ces Africains débarquer, bloquer les Champs-Élysées, acheter des appartements ici et là, Monaco, Nice, Paris, Bordeaux et tout. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'est pas temps? En quoi est-ce qu'une plage à Nice serait différente d'une plage de Kribi ou de Malabo? C'est une interrogation qui peut peut-être vous interpeller, docteur. Merci pour cette question, parce que c'est comme si vous avez lu dans mon cerveau. Voilà. En fait, ce qui se passe aurait pu être évité. Parce que juridiquement parlant, Malabo n'a pas raison. Ouais. Parce que 2 catégories de personnes bénéficient des immunités dans les relations entre les États. C'est les missions diplomatiques, consulaires, ainsi que le personnel des organisations internationales, régionales, sous-régionales ou communautaires, qui ont rang de missions, qui ont rang privilège et prérogative de personnel des missions diplomatiques. Alors, interrogeons le statut juridique de Théodorin lorsqu'il habitait à l'avenue Fauche et lorsqu'il acquérait tous ses biens fastueux, luxueux, ostentatoires. Il n'était ni ambassadeur, ni plénipotentiaire, ni président d'une organisation internationale. Il n'était... Je crois qu'il était quand même membre du gouvernement. Il n'était qu'un citoyen guinéen, parce que les membres du gouvernement n'ont pas des immunités diplomatiques. Oui. Il n'était qu'un citoyen
qui vivaient en France. Et tous ces biens, à cette époque, n'appartenaient pas à la Guinée équatoriale, mais appartenaient à l'individu. Or, tout le monde peut avoir une certaine idée du standard financier d'un membre du gouvernement. Et lorsqu'on voit les dépenses qu'il effectuait, elles étaient largement au-dessus du standard financier d'un membre du gouvernement. C'était quand même le fils du président et la Guinée équatoriale était en boom pétrolier. Le fils du président et la Guinée équatoriale en boom pétrolier ne signifie pas qu'on ne doit pas tracer vos revenus. Oui. Or, les Vous allez principes savoir s'il n'avait pas un passeport. les principes de bonne gouvernance voudraient que lorsqu'on convoque la compétence territoriale, est-ce que le tribunal de Paris est d'abord compétent? Oui, il est compétent parce que c'est sur le sol de la France que le présumé à cette époque détournement de fonds, entrave à la bonne gouvernance, bien mal acquis, a été opéré. C'est la raison pour laquelle, même au niveau de la CIJ, en 2020, la Guinée équatoriale a perdu. Maintenant, observez la malhonnêteté processuelle que mes frères guinéens me pardonnent de l'État de Guinée. Lorsque le procès commence, au lieu que l'État de Guinée sanctionne Théodorine Obiangema en nationalisant le bien, on ne sanctionne pas Théodorin, mais on déclasse le bien du patrimoine privé vers un patrimoine public. C'est différent? C'est différent pourquoi? Parce que le crime de bien mal acquis n'a pas été sanctionné en Guinée équatoriale. Ça pose donc un problème à la justice française et à la justice internationale. C'est que le déclassement du bien peut être considéré comme un acte de maquillage. Une fois que la France aura lâché du lest, on peut reclasser le bien dans son patrimoine privé. À partir de là, l'État de Guinée équatoriale n'offre donc pas les garanties de sincérité en matière de justice sociale. Alors, à ce niveau, docteur, le motif qui est évoqué par justement ceux qui sont en charge de cette enquête-là, c'est une meilleure gouvernance, mais surtout l'objectif, c'est de redistribuer l'argent issu de cette vente aux enchères au peuple de Guinée équatoriale. Est-ce que là encore, on ne pourrait pas quand même douter de la sincérité de ceux qui dirigent cette affaire? Comment est-ce que le modus operandi pour redistribuer l'argent issu de la vente aux enchères au peuple de Guinée en ignorant Théodorine, qui, je le rappelle, est quand même le vice-président de Guinée équatoriale? Merci encore pour cette question. Une fois que le volet juridique est élagué, on arrive donc dans le volet du banditisme international. Parce que ça aurait été simple pour la France de s'asseoir avec l'État de Guinée équatoriale et de trouver un compromis pour restituer ou vendre les véhicules en se rassurant. Deux États peuvent adopter une convention bilatérale pour arrêter l'issue ou alors arrêter la finalité ou la destination des biens querellés. Mais qu'est-ce que la France fait? La France intente une procédure judiciaire, sachant pertinemment que sur tout le plan judiciaire, elle aura gain de cause jusqu'à la CIJ. Elle récupère les biens dans le cadre du ministère public. Oui. Elle les met aux enchères. Vous connaissez le principe de la vente aux enchères des saisines judiciaires. C'est qu'on dévalorise Ça peut mettre un flanc symbolique. les biens. Et à partir de cet instant, personne ne pourra contester la valeur judiciaire de ces biens. On sait que la vente aux enchères peut être maquillée. Je préfère rester au conditionnel. Mais c'est le scénario qui est ficelé. On va donc, un immeuble qui peut coûter 100 millions, parce qu'il a fait l'objet d'une saisie judiciaire, va dégringoler à peut-être 20 millions d'euros. Et c'est 20 millions d'euros qu'on va envoyer à la Guinée équatoriale. Vous voyez que l'État de Guinée équatoriale est perdant sur toute la ligne. Oui. Maintenant, ces avocats, dont on dit être des avocats de renom, qui ont encouragé la Guinée équatoriale dans la procédure juridictionnelle, aujourd'hui, c'est eux qu'il faut blâmer. Qu'est-ce que vous aurez conseillé à l'État de Guinée qui nous suit attentivement? À partir du nous avons de nombreuses réactions. À partir du moment où le procès a été
intenté a été ouvert, il fallait rapidement ouvrir la fenêtre ou alors la porte des négociations. Le bras de fer juridictionnel ou judiciaire était une erreur. Parce qu'aucun avocat au monde, aucun avocatier au monde, aucun collège d'avocats au monde ne pouvait faire que la Guinée équatoriale gagne ce procès. Surtout avec la multiplication des petits actes de maquillage opérés, relocaliser le personnel diplomatique. Non, parce que ce que les gens oublient, et ce que le gouvernement de la Guinée équatoriale a oublié dans le cas d'espèce, c'est que ce n'est pas l'État accréditeur qui définit la nature diplomatique d'un espace. Ceci doit s'opérer dans le cadre d'un accord bipartite entre l'État accréditeur et l'État accréditaire. Vous ne pouvez donc pas décider à Malabo, de façon unilatérale, que la maison achetée par Théodorin est devenue l'ambassade de Malabo en France. Non, parce que chaque État, c'est là où il loge les représentants des pays étrangers. Donc, ce qui va se passer est que peut-être la vente aux enchères aura lieu. La Guinée équatoriale va appliquer de façon sauvage le principe de réciprocité, parce que là, il n'y a pas proportionnalité entre la réaction de la Guinée et la France. La France est quand même d'abord allée en justice. La Guinée équatoriale va donc appliquer le principe de réciprocité, mais est-ce que le rapport de force est en faveur de la Guinée équatoriale? Est-ce que là, l'objectif sera de rechercher véritablement la récupération des biens? Je trouve donc qu'il faut rapidement en venir à la désescalade et reprendre le chemin de la négociation. Parce que sur la voie de la négociation, la Guinée équatoriale peut récupérer, peut-être pas les biens, mais une bonne partie de son argent. La voie de la barbarie, la voie de la réciprocité qui verse dans le populisme, pour moi, me semble être aujourd'hui des voies inappropriées. Parce que voyez-vous, et je sors par là, beaucoup de populistes insultent la France à midi, du moins en journée, mais continuent d'utiliser le CFA dans leurs transactions internationales. Question, si vous êtes en rupture diplomatique avec la France, comment vous faites pour faire le commerce international avec le CFA? Excellente question. Enfin, moi j'ai un souci par rapport aux juristes. Est-ce que la véritable sauvagerie, ce n'est pas justement cette qualification de bien mal acquis? Qui a qualité de venir définir chez moi que les biens sont mal acquis? Tout ce que ces grandes firmes nous ont pris en Afrique, on leur fait un procès en disant pillage. Est-ce que là on n'est pas en train de mélanger les deux? Non, c'est pas parce que là, mon objectif est de rappeler à ceux qui nous suivent que ce principe même de bien mal acquis, c'est de la sauvagerie. Ils n'ont pas qualité de venir définir cela. On pourrait s'interroger sur quelle ligne est-ce qu'un fils de chef d'État africain de la sous-région, c'est quoi le bien mal acquis d'abord? Utiliser 300 millions, 400 millions d'euros, sur quelle ligne? Dans le respect des États, une affaire comme celle-là, je pense qu'on a la négociation par rapport à la diplomatie. 2, on renvoie l'affaire dans l'État concerné. C'est du mépris pour l'Afrique de vouloir donner le paternalisme dont il parlait. C'est ça le mépris. Vous pensez que ça ne couvre qu'un citoyen américain vit de manière ostentatoire en France? Les Français auront le courage de saisir ces biens. Il faut qu'on arrête ça. S'il vous plaît, la question des biens mal acquis, il faut le dire, ne concerne pas que les Africains. En France, parce que c'est légiféré, peu importe qui vous êtes, Maître Gims vient d'en pâtir, Johnny Hallyday a dû délocaliser tous ses biens parce qu'il a failli être interpellé en France. Gérard Depardieu. On lui a fait quoi? Gérard Depardieu. Est-ce qu'on a saisi les biens? Non, ils ont réussi à échapper au mécanisme. Gérard Depardieu. Par hasard. Gérard Depardieu a dû aller prendre la nationalité russe et délocaliser. Que ce n'est pas juste. Non, et délocaliser tous ces biens. La maxime latine est claire. Ubi societas, ibi ius. À chaque société son droit. Si je prends le cas du Cameroun aujourd'hui, vous savez très bien que l'enrichissement illicite ou l'enrichissement sans cause ne sont pas pénalement reprimés chez nous. Ça veut dire que chez nous, on peut s'enrichir, s'embourgeoiser comme on veut. Il n'y a même pas le doute sur la provenance de nos fonds ou l'origine. Le problème de ces sociétés, c'est que l'enrichissement illicite
est interdit. Des L'enrichissement, non de tout le monde, l'enrichissement sans cause est interdit. Et résultat des courses, lorsque vous arrivez, et il y a quand même une supercherie quelque part, parce que le bien mal acquis en principe ne devrait pas exister, parce que le code civil français, le code de Napoléon, a interdit les contrats qui portent atteinte aux mœurs et les contrats qui ne respectent pas la forme. La question qu'on se pose, c'est au moment où Théodorin acquérait ses biens, qui a signé? Pourquoi les contrats ont-ils été validés? C'est à cet instant qu'on aurait dû questionner et interdire que les biens soient acquis. Merci. On relève quelques contributions, parce qu'il y en a de nombreuses qui me viennent de Malabo. Oui, Stéphane, et quand il achetait tous ses biens, avait-il le passeport ou pas, puisqu'il résidait en France? Ça, c'est la première question qu'on peut se poser. Il avait le passeport et les visas. Bon, s'il avait un passeport français, ça veut dire qu'il a acheté. Non, rien ne dit qu'il avait un passeport français. Si, j'ai dit si. Ça veut dire qu'il a acheté ses biens comme un citoyen français. Ça, c'est le premier moment. Non, là, on a des spéculations qui sont vraiment à droite. Comment acheter un bien comme citoyen français? Il s'agit de Théodorine Obiangema qui a été enregistré aux impôts. Comprenons-nous. Et Théodorine, dans l'appareil étatique équato-guinéen, n'est pas un inconnu. Je crois que lorsqu'il acquiert ses biens, il doit être au moins ministre de la Défense en Guinée équatoriale. Ce n'est pas comme si un individu lambda donc il n'avait pas besoin d'avoir un passeport français, il l'a acheté en tant qu'équato-guinéen. Oui, laissons ce côté. Et deuxièmement, Stéphane, on dit au quartier pour que la grand-mère nous écoute. Ça, c'est le CICIA qui veut le faire. Mais c'est tout. Vous voyez? Oui, vous avez en face un pays qui est en difficulté financière. Et il use de tous les moyens possibles pour tenter de se refaire une santé. Ça, c'est un élément. Deuxième élément, vous savez bien que la Guinée s'est ouverte à beaucoup d'autres partenariats. Parce que Malabo et les autres villes, c'est pratiquement les Chinois qui l'ont construite. C'est pour vous voyez. Et il n'est plus justement à démontrer que tous les pays qui se sont ouverts à d'autres partenariats au détriment de la France sont dans le viseur. Merci Franck Manson. Maintenant quelques réactions. Celle-ci nous amène justement sur le cas de la France, Guinée équatoriale. On se retrouve là dans une malhonnêteté diplomatique et pour une simple raison que c'est presque pas possible de croire que pour des conservateurs comme les Français et surtout jaloux de leurs biens et identité pouvaient vendre un bien comme celui-ci. Les Africains étant foncièrement méchants et avec l'aide même de ces Occidentaux, ils pillent leurs pays respectifs en pensant pouvoir garantir leur vieux jour en Occident. Notez que lorsque ces pilleurs servent encore leurs intérêts, ils ne voient simplement pas cela comme des détournements jusqu'au jour où un se lève et décide de sortir de ces cages, entre guillemets, maçonniques. Directement, il sera déclaré pilleur, dictateur et autres. Et si par malheur, vous décidez, comme dans beaucoup de cas en Afrique, en ce moment de ne plus renouveler les accords de vol et de pillage, il est clair que vous serez dans la position de Théodorine. En l'occurrence, Malabo aujourd'hui relevait ici le manque de pragmatisme et un peu de malhonnêteté de l'État de Guinée qui aurait tout simplement pu retirer le dit bien à Théodoro au profit de l'État ou encore plus simple, négocier avec la France. Merci à vous, Elsie Atangana, pour la qualité de la contribution. C'est vrai que le bien désormais est dans l'escarcelle de la République de Guinée équatoriale. Ce n'est plus un bien privé qui appartient au vice-président Théodorine. On prend notre réaction qui arrive du Bénin, celle-ci. Que dit-elle? Bonsoir, je suis surpris de voir des intellectuels camerounais raisonner comme des illettrés d'une autre espèce. À chaque instant de leur raisonnement, c'est la France qui pille les États africains. Mais quand les politiques volent leur pays et les placent en France et que les ONG françaises portent plainte contre ces citoyens voleurs, on constate que ce sont les intellectuels africains qui défendent ces voleurs. Est-ce que quelqu'un a défendu sur le plateau On n'a pas compris ce qu'on a dit. On a parlé de gloutonnerie, on a parlé de méchanceté. Bonsoir, M. Mbaga. Comment nous laissons que l'enfant d'un président africain soit au-dessus des autres enfants du pays? C'est pas...
je ne comprends pas bien. Jean, vous pouvez revenir avec une meilleure participation. Bonsoir le plateau. Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Avec tous les problèmes que vivent les populations africaines en général et la Guinée en particulier, pourquoi aller acheter des biens en Occident? La Guinée devrait être comme le Qatar. Pourquoi ne pas investir entre États africains? Vous avez la maison d'un ancien ministre camerounais en France. C'est vrai que cette maison avait abondamment circulé. Je crois que le ministre en question est embastillé aujourd'hui. Bon, sa maison avait été récupérée. Bonsoir Stéphane Barga. Non, on a pu la voir. Bonsoir Stéphane Barga, je m'appelle Aranda. Je suis camerounais résident à New York. La France continue à mépriser l'Afrique, nous ne devons pas accepter cela. La Guinée équatoriale doit refuser ce mépris. Le gouvernement équato-guinéen doit mettre la pression sur la France pour éviter une pareille dérive. Ousmane Sonko ne doit pas arriver au pouvoir, c'est un dictateur. Wow. Ça c'est vous qui le dites. On va rester mesuré sur les propos. Prenons cette réaction d'un Camerounais vivant à Malabo. Bonsoir Stéphane Barga, la Guinée équatoriale doit suspendre ses relations avec la France. Trop c'est trop. Sonko est un... Ouais. Voilà. C'est pas évident. On va rester mesuré. Bonsoir. La France est une parenté de Guinée équatoriale. N'y a-t-il pas un défaut de qualité du plaignant? Bon. C'est de ça que je parlais tout à l'heure. Le journaliste va nous dire. Bonsoir, très bonne émission. Est-ce que la justice française peut interroger le Qatar sur l'acquisition du club de football Paris Saint-Germain? Le paternalisme français doit cesser. C'est Lima Pascal depuis Mosondo qui a réagi. C'est au Cameroun. Oui. Bonsoir, je veux le numéro de monsieur Dieudonné Somba. Il n'y a pas Dieudonné Essomba sur ce plateau. C'est Timothée Essomba Abena. Le docteur, s'il vous plaît. Bonsoir. Il y a quelle relation entre le Cameroun et le Sénégal? Moi, je ne sais pas de quoi vous parlez. Alors, on va prendre votre dernière... En 5 secondes, le Qatar, l'Arabie Saoudite, qui investissent en France, procède par les fonds d'investissement. Il faut que les pays africains acceptent d'aller... Moi, j'encourage les pays africains à investir si ça peut rentabiliser nos économies. Mais procédons soit par les fonds d'investissement publics, soit par les fonds d'investissement privés. Parce que la matière grise des Africains aujourd'hui nous permet de faire les affaires partout dans le monde. Il faut donc que nos États nous accompagnent et que l'État reste en arrière pour qu'au cas où un de ses concitoyens est abusé, lésé sur une terre étrangère, qu'il puisse jouir de ce que l'on appelle la protection diplomatique. On a vu l'affaire d'Ampulo avec l'Afrique du Sud. Non, il faudrait que M. Adeba puisse réagir aussi, puisque il est question de maintenant de se projeter. Quelle est l'issue que vous entrevoyez sur cette situation? Est-ce que la Guinée équatoriale pourra aller justement au bout de son initiative, celle d'une rupture de relations diplomatiques, ou alors du côté de Malabo, on va essayer de supposer le rapport de force et estimer qu'on peut encore donner une chance à la négociation? Ce qu'on a dit, comme on a tous dit ici, c'est une sorte d'épée de Damoclès qu'on fait peser sur la tête de Malabo actuellement. Oui. Et je pense qu'il y a une négociation qui est en souterraine. Et c'est sur cette négociation peut-être que ça cloche. Et je pense que c'est dans ce sens qu'il y aura le rapport de force va balancer si peut-être Malabo décide de baisser le bras à ce niveau-là, parce que je vous dis, perdre cet immeuble, c'est en fait aussi, je peux dire quoi, une humiliation de la part de Malabo. Et je pense que de façon silencieuse, elle va sûrement donner à la France ce que la France veut pour que l'immeuble reste en fait la propriété de la Guinée équatoriale. Bon, c'est dans ce sens, parce que ce qu'il faut dire ici, c'est qu'en fait, la France a toujours utilisé ce stratagème. Parce que si vous lisez peut-être le livre du professeur Daniel Aboua, lorsqu'il écrit sur André-Marie Bila, il dit que c'est la France qui a appris la gloutonnerie aux dirigeants africains. Il fallait véritablement mettre les dirigeants africains bien, il fallait qu'ils aient le goût du luxe. Quand ils ont le goût du luxe, maintenant, on les tenait facilement. C'est-à-dire là, chaque fois qu'on venait te dire, si tu ne nous donnes pas, nous on t'enlève, ou tu roules carrosse, ou tu habites une belle maison, ou tu habites dans les hôtels, alors le dirigeant africain agissait dans le sens de la préservation de son intérêt. Il veut préserver son intérêt et il donnait à la France ce que la France voulait. Et c'est dans cette optique que la France continue aujourd'hui. Il continue toujours à utiliser cette basse manœuvre pour en fait contraindre les dirigeants africains à agir selon sa volonté. Et pour sortir dans ce sens-là,
il va falloir que les dirigeants africains comprennent aujourd'hui, comme le docteur Mbok l'a si bien dit, qu'ils doivent bâtir aujourd'hui leur légitimité sur le peuple, qui doivent être les présidents qui représentent un peuple, plus des présidents qui représentent l'intérêt de la néocolonisation qu'on vit actuellement. Et beaucoup de pays aujourd'hui sont en train de sortir de là. Et vous voyez, les jeunes dirigeants qui sont en train de mettre la France en mal actuellement sont protégés par le fait qu'ils n'ont pas ces biens de l'autre côté, qui ne se sont pas embourgeoisés dans le sens de préserver les intérêts de la France. Merci, M. Ateba. Franck Manson, alors vous-même, sur ce plateau, avez évoqué des noms. Vous avez dit Bokassa, vous avez dit Mobutu, vous avez dit un peu plus récemment Bongo. Mais est-ce que vous sentez une certaine... est-ce que les dirigeants africains comprennent la réalité qui est que on ne peut être bien que chez soi? Est-ce que les dirigeants africains ont pris conscience du potentiel de leur pays et de la nécessité d'investissement qui s'y trouve? Parce que lorsque vous avez un hôtel particulier, avenue Fauche, pour ceux qui ont un peu fait Paris, rien qu'en termes d'impôts, c'est des hôtels et des hôtels construits en Afrique. Est-ce que il y a cette prise de conscience là que désormais il faudrait changer de paradigme et mettre en avant les biens sur le continent? C'est très complexe, Stéphane, parce qu'au jour d'aujourd'hui, il est clair que les Africains se sont rendus compte de la duperie dans laquelle ils ont été embarqués. Parce qu'il faut souligner que dès le départ, quand on les a embarqués dans ce stratagème, ils ne cernaient pas l'intention justement de ces individus. Ouais. Et aujourd'hui, où ils ont des comptes de l'autre côté, ils ont des hôpitaux de l'autre côté, il y a des châteaux, des maisons, la nationalité. Encore qu'il y a une crise de confiance entre eux et les populations. Dr Mbok l'a souligné tout à l'heure, vous voyez bien que ça devient difficile. Ça devient très compliqué. Ce qui fait que même quand on a un âge avancé, on ne craint plus pour soi, mais on craint pour ses enfants, on craint pour ses proches. Je pense qu'il y a une prise de conscience, mais il faut un déclic beaucoup plus profond que ça. J'entends ici par déclic un sursaut patriotique et plus loin même ontologique. Parce que c'est ce sursaut qui vous donne la capacité de faire, comme on dit souvent, table rase sur ce qui est même de l'autre côté et vous atteler véritablement à construire une légitimité qui repose en fait sur les populations. Ça veut dire que si vous prenez véritablement conscience qu'au départ vous avez mal fait parce que peut-être vous l'avez fait dans la naïveté, et que même vos populations n'étaient pas conscientes du film dans lequel on a entraîné les Africains, mais aujourd'hui on travaille juste à tracer une idéologie. Il faut un tracé idéologique vers lequel on conduit toutes les populations. Ces populations elles-mêmes se rendraient compte que vous n'êtes pas de mauvais. Est-ce que lorsqu'un dirigeant africain va payer un hôtel à Nice, il informe son peuple que nous voilà en train d'aller payer l'hôtel? Il n'informe pas le peuple, mais dès lors qu'il se rend compte qu'il est dans un charnat, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait donc? On dit souvent que l'humilité précède la gloire, Stéphane. Vous voyez, avoir à moitié pardonné, comme le dit. Moi, je pense que c'est ce qui manque en fait. Et il faut donc reconnaître que plusieurs sont orgueilleux. Plusieurs sont imbus d'eux-mêmes. Regardez comment est-ce qu'on traite ces populations, même quand ces populations revendiquent le minimum, Stéphane. C'est ça qui explique le fait qu'à un moment donné, on n'est pas prêt à revenir en arrière, se poser les bonnes questions pour facilement rebondir. Merci Franck. Bonsoir Stéphane. C'est une contribution qui nous vient d'Abidjan. Comment comprendre les africanistes lorsqu'ils accusent les Européens d'être complices de nos dirigeants qui pillent les biens de leur pays pour l'Europe et au même moment, ils accusent que la France saisisse ses biens mal acquis? C'est vrai que c'est une posture assez ambiguë. On se plaint que les dirigeants pillent Jean-Moïse Mbok, mais on accuse aussi la France qui saisit. Mais c'est un ensemble de parenthèses. C'est Camille Doukan, l'aventure ambiguë. Oui, bien sûr. Oui, Jean-Moïse. Je vais expliquer. Allons-y. C'est pas ambigu. Vraiment, il y a un temps pour chaque chose. Et nous sommes en plein dans le temps de la prise de conscience. Et dans le temps de la prise de conscience, on engage des réformes. Et je veux insister, mais tout en rouge, que les réformes ne se font pas au hasard. C'est un construit global. Aujourd'hui, nos leaders doivent revenir, on a convoqué l'humilité tout à l'heure. Il n'y a pas que les individus qui ont des testaments. Des gouvernements aussi ont des testaments. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir faire asseoir la nouvelle classe gouvernante, je parle de leurs ministres, les gens avec qui ils travaillent, et faire un état des investissements qui ont été faits. Vous pensez que ce n'est pas fait?
Non, je dis que ça doit être fait, bien fait même. C'est-à-dire que Non, mais moi je pose la question, est-ce que vous pensez qu'en état sérieux, on peut avoir des acquis et des actifs à l'étranger et ne pas les porter à la connaissance des acteurs institutionnels? Comprenez-moi bien. Je veux comprendre, Jean-Moïse Mbok. On est dans le cas de Théodorin, par exemple, Oui. où on avait un bien qui était à son nom. On l'a nationalisé. C'est de ça que je parle. Tout ce que nos leaders ont acheté à leur nom propre. Pendant le procès. Pendant le procès, oui. On Non. avant. Pour le moment, comme il n'y a pas de procès, et qu'on a des cas, on a parlé de Mobutu, de Bongo et ainsi de suite, il faudrait qu'on rentre dans une dynamique vraiment d'assises. Parce que vous dites à vos enfants, vraiment, on m'a trompé, ou je croyais que j'ai acheté X, Y, Z. J'ai acheté. C'est à mon nom, mais c'est l'argent des gens-ci. On construit dans un narratif qui est simple. C'est que dans la négociation que convoquait Dr Somba, qui est même fondamentale, c'est que on rentre dans une dynamique de communication avec son peuple et de négociations pour la recherche de ses biens. En soi, la légitimité envers ce peuple-là, c'est rappeler que je me suis trompé. Jean-Moïse Mbok, c'est vrai que vous avez un élément qui pourrait être, comment je vais dire ça, favorable, ou alors il y a une formule juridique que je cherche qui pourrait une circonstance atténuante. Je me suis trompé. Mais comment expliquer à un Équato-Guinéen, bon, c'est vrai que nos frères de ce côté sont un peu plus nantis, qui est, ou alors à un Camerounais ou à un Centrafricain, que lui, il n'a pas d'eau, il dort dans une case. Mais on a un fils de ministre ou de président, de chef d'État, qui roule à Lamborghini en plein Paris, alors que les Français même ne s'en sortent pas. Comment est-ce qu'on fait accepter à un Africain qui n'arrive même pas à se soigner qu'on a 200 millions dans un immeuble en France? C'est quand même difficile. La réponse. Oui, allez-y. Théodorin vient de démettre un gouvernement parce qu'il n'a pas atteint, il n'a atteint que 10% de ses objectifs. Oui. On peut dire qu'il se réveille. Merci. C'est là que nous sommes. C'est ce qu'on pour chaque chose. Nous sommes dans le réveil. Lorsque vous voyez Théodorin aujourd'hui et Théodorin des même. Lamborghini, ce n'est pas le même individu. Jusqu'à la coiffure. Théodorin a fait enfermer un de ses frères aînés parce qu'il avait vendu un avion de la flotte de la CIBA. Ça veut dire que Théodorin a changé. Voilà. Et c'est ce nouveau paradigme de sincérité, de lutte contre l'impunité que les dirigeants africains doivent impulser pour que le peuple renoue avec eux. Et maintenant, je vais dans le détail. Allez-y. On a fait état de ce qu'on a déplacé de manière malhonnête. On a fait amende honorable. On bénéficie des circonstances atténuantes. Mais je dis bien que les réformes ne se font pas au hasard. Voilà 200 millions qu'on a là-bas. On va voir Dr Somba négocier. Il va nous dire combien il ramène de là-bas. C'est un argent qui est immédiatement affecté aux services sociaux. Ce n'est pas un argent qui va on met dans le compte. Non. On pose des actes clairs. Il n'y a pas d'hôpital. La France a même le CDD. Voilà. Il n'y a pas d'hôpital à Baudemacac. Dans la négociation avec la France, on dit bon, trouvons le moyen de mettre cette affaire dans le CDD. Elle a prétendu faire comme ça la France. Bon, bref, prenons ça. Puisqu'on est dans la négociation, nos dirigeants ne sont pas innocents. On doit le reconnaître aussi. Les Français n'ont pas mis la mot sur la tête pour qu'on amène l'argent là-bas. C'était une connivence, c'était de complicité. Donc, aujourd'hui, on veut qu'ils bénéficient des circonstances atténuantes. Qu'ils aient l'adoubement de leur peuple. Et pour qu'ils aient l'adoubement, Stéphane, je vous assure que c'est possible. Dès que Timothée Somba est parti négocier notre argent, et que nous, ici, en amont, on a laissé faire des projets en consultant ce peuple-là, c'est pour que j'insiste sur le dialogue social est aujourd'hui un des maillons qui permettra à tous ces dirigeants d'être rétablis en confiance dans leur population. Ça passe donc par des projets que ce peuple-là souhaite. Quand on a vendu une Lamborghini et qu'on a vu que le pendant, c'est un hôpital, le pendant, c'est une école, le pendant, c'est un investissement social. Stéphane, je vous promets que ce peuple-là ne retient que les actes. Il va même marcher en France pour demander qu'on renvoie. Donc, les hommes politiques aujourd'hui ont tous les moyens pour bénéficier de la cacophonie actuelle, pour profiter de la situation, se réconcilier avec leur peuple, mandater les jeunes
qui sont capables de courir et de mener des négociations sans les organes et sans contrainte. Parce que si vous envoyez encore les vieux négocier, ils sont dans les mêmes loges. Donc il faut aller parler avec leurs supérieurs. Les jeunes sont intéressants parce qu'ils n'appartiennent pas à une loge contraignante. Donc mettez les jeunes au travail, vous les informez, les juristes ainsi de suite, les politologues, tout ce que vous avez, vous les informez, ils vont négocier. Mais quand ça revient, ceux qui s'occupent des projets comme nous là, nous on est pour les montages, le suivi, l'évaluation des projets. On monte les projets avec le peuple. C'est une équipe donc qui fusionne autour d'un chef. Donc aujourd'hui, et je sors par là, l'Afrique reste avec toutes ses chances de se réconcilier avec ses vieux présidents, avec ses vieux leaders. Monsieur Stéphane, pardon. Regardez comment Monsieur Stéphane récupérer son Boeing en France. Très bien. Sans bruit. Sans bruit. Monsieur Stéphane, ce qu'il faut dire ici, là, c'est pas qu'on défend la France, mais ce qu'on estime, c'est que la France est le mauvais acteur pour jouer le rôle qu'il a joué actuellement. Parce que, comme on dit, on peut avoir le bon message tout en étant un mauvais message. Aujourd'hui, le problème des téléspectateurs, c'est que pour eux, nous ne condamnons pas assez Théodorin. C'est ça le problème. C'est qu'il y a un vol qui s'est fait. Peut-être il y a des biens mal acquis qui se sont. Voilà. Peut-être, mon frère. Il y a bien mal acquis, effectivement, qu'on condamne ici là. Voilà. Mais on dit celui qui est en train de condamner, parce que c'est comme si un voleur vous dit aujourd'hui qu'il veut restituer ce que une autre personne a volé. C'est ça le problème. Merci. Alors, bonsoir. En réalité, la question qui doit être posée est de savoir d'où partaient les fonds qui devaient servir à acquérir cet immeuble en France. Vu que pour le transfert de ce montant, cela passe par les différentes banques centrales, BEAC et Banque de France. Et chacune de ces banques travaille en étroite collaboration avec le gendarme financier de ces différents États. Donc du coup, c'est à ce niveau que tout avait commencé. Pourquoi la France a-t-elle laissé entrer ces fonds qui ont servi à acquérir cet immeuble dans son territoire? Pourquoi n'a-t-elle pas interrogé la provenance et à quoi il devait servir? Vous comprenez là que nous sommes en plein dans un règlement de compte sur la Guinée équatoriale qui cache bien des dessous insoupçonnés. Merci pour la contribution. Autre réaction. Bonsoir Monsieur Mbaga, si les sociétés françaises payent les impôts chez nous, avec un bon dirigeant, en 5 ans, nous sortirons de la pauvreté. Bon, je ne sais pas si c'est le débat, mais bon, on a retenu ce que vous dites. Bonsoir le panel, belle thématique. Ce qui arrive à la Guinée équatoriale est le karma. Regardez un peu comment ce peuple... Oh, non, c'est pas le débat. Cameroun, Guinée, xénophobie. Non, on est dans une autre approche. Alors, on va, et toujours avec vous, docteur Somba, aider au conseil, puisque aujourd'hui, Dr Mbok évoque cette nouvelle génération de jeunes Africains aptes et capables à défendre le continent, à défendre les pays, à regarder les yeux dans les yeux ceux-là qui sont dans la captation des biens africains. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il n'est pas temps aussi de préparer l'élite face à, justement, à la luxure du monde dans lequel nous sommes? Les Africains, et Franck Manson le disait, ont été préparés au luxe, à la luxure, parfois même pervertir cette luxure-là de façon à ce que l'on puisse les dompter. Aujourd'hui, nous sommes en 2026. Est-ce qu'il n'est pas temps de préparer, comme la Chine, comme la Corée, un modèle de citoyens africains capables de résister à la tentation de cette luxure que parfois l'Occident nous impose et à laquelle, malheureusement, nous, Africains, nous succombons tous? Le problème à ce niveau est, une fois de plus, éducationnel. Ce n'est pas l'école au sens organique avec les bâtiments. C'est les fondations même de la culture africaine. Parce que tout à l'heure, il a parlé d'envoûtement. On a semblé banaliser. Mais c'est l'envoûtement par les religions exotériques et ésotériques. Je dis comme ça, personne ne va dire que je l'ai stigmatisé. Oui, parce que je n'ai pas identifié qui est exotérique et qui est ésotérique. On a les deux. C'est pas ces religions importées que l'on tient nos dirigeants. Les photos ont circulé où on voit comment des dirigeants africains se font introniser grands maîtres de X ou Y religion. Oui. À partir de là, qu'ils ont été pervertis. Et le modèle est en train de gangréner notre espace. Vous vous rappelez de ce qu'Ateba Yéné disait. Oui. Les mysticaux
religieux, les magicaux, puisque les enfants regardent, je ne vais pas prononcer cet adjectif qualificatif. Or, nous ne pouvons tenir face au néocolonialisme, au néo-impérialisme, que sur la base d'une ontologie spirituelle et culturelle africaine. Retour aux sources. C'est là que le Japon résiste. La Chine aussi. C'est là que la Chine résiste. C'est là que l'Iran résiste. Les seuls qui sont embarqués dans la bourrasque impérialiste occidentale, c'est la Grande Afrique. Parce que nous avons rompu avec nos liens. Aujourd'hui, regardez ce qui se passe. Ça me permet de faire un clin d'œil à la communauté bamileke. Les Bamileke ont su résister à l'agression coloniale. Oui. Ils ont conservé leur patrimoine spirituel et culturel. Oui. Et aujourd'hui, ils sont en train de l'exalter. Donc, les États africains... Même si c'est un peu dilué. Même si c'est un peu dilué, oui, parce que les chaufferies aussi, les testaments sont déjà truqués. Mais dans la grande majorité, ils tiennent. Il est donc tout ce jour au niveau du retour à la spiritualité africaine. Parce que la spiritualité africaine permet de créer une intraconnexion qui fait que tout le peuple est connecté. Manson est content quand je parle comme ça. Qui fait que tout le peuple est connecté à la source. À une source commune. Oui. Et c'est à partir de là qu'on peut pas forcément rentrer en conflit avec les Sérères, parce que autrui, loin de me détruire, m'enrichir, on a besoin d'apprendre ce qui se passe ailleurs. Il n'est pas question d'entrer en conflit avec l'Occident, mais il est question, dans la mondialisation qui est un rendez-vous du donner et de recevoir, que l'Afrique ne soit plus le réceptacle, que l'Afrique aille avec sa part à donner, expurger ce qui est mauvais chez nous et importer ce qui est bon. Merci docteur. Bonsoir Stéphane Barga et à tous les leaders de la pensée qui vous entourent. Lorsque la France évoque les biens mal acquis, c'est parce qu'elle connaît parfaitement les mécanismes d'enrichissement illicite des jouisseurs égoïstes et fortement indignes qui gouvernent les pauvres peuples d'Afrique noire surtout. Et à tous ceux qui prennent position pour les dirigeants corrompus africains, j'ai une seule question. Quel est le dirigeant africain capable de justifier ses avoirs en Europe? Quel est l'intérêt d'investir autant chez les autres pendant que leur peuple croupisse dans la misère? Nous souffrons vraiment. C'est Rodrigue Adalbert Evina qui a réagi. C'est un journaliste émérite à qui nous disons un bonsoir. Bonsoir Rodrigue. Très chaleureux. Bonsoir à vous sur le plateau. Il faut que nous, Africains, sachions que lorsque la France décide de faire la police, c'est bien parce qu'elle n'a plus son intérêt. Alors qu'elle remet tout simplement les biens mal acquis à l'État guinéen. En outre, sachons aussi que certains dirigeants ou leurs familles ont aussi leur argent propre à eux. Arrêtons de toujours penser que c'est toujours l'argent de l'État. Pourquoi il n'y a qu'en Afrique que cela est tout le temps sujet de débat? C'est à cause du fait que certains veulent que le système capitaliste perdure. Jeanne Rose de Douala, justement, a réagi. C'est vrai, monsieur Ateba, est-ce qu'on pourrait dire pour certaines familles que nous connaissons aux affaires depuis 30-40 ans, qu'elles seraient incapables, ne serait-ce d'avoir une maison à Paris? Cela est quand même dans l'ordre de l'acceptable d'avoir une maison, d'avoir un appartement à Bordeaux ou à Nice, monsieur Atiba. Mais moi, je ne vous amène pas là-bas. Moi, je voudrais qu'on reste sur les symboles, puisque on voit une nouvelle génération, Jean-Maurice Mbok l'évoquait, le président Traoré, qui vient de rompre ses relations diplomatiques avec la France. Là-bas, il a institué que tout le monde dans l'appareil étatique désormais devrait s'habiller en boubou. Le coton du Burkina doit être mis en valeur. Est-ce que ce n'est pas par ce symbole-là que cette mutation, ce changement de paradigme devrait s'opérationnaliser avant de se matérialiser? Je vais rester dans la même dynamique que le docteur Issomba, parce que il va falloir dire que au-delà de l'éducation, il y a quelque chose de spirituel qui transforme en fait les populations. Un jour, je regardais une émission sur une des chaînes de télé où on essayait de transformer la mentalité des populations de la Corée du Nord par l'évangélisation. C'est-à-dire qu'on partait se mettre à la frontière et on mettait en fait des paniers avec des gonflets dans les paniers on mettait les pages de la Bible pour que ça traverse, ça tombe de l'autre côté pour essayer d'évangéliser les populations et transformer leur mentalité. J'ai coutume de dire qu'on a la religion. Et préciser que malheur à vous, si
vous aviez la malheureuse idée de recueillir une de ces Bibles-là. Le régime nord-coréen n'est pas dans l'amusement. Effectivement, parce que moi j'ai souvent coutume de dire qu'on a abruti les populations africaines avec la religion et on a en fait, je peux dire quoi, dompté les dirigeants africains avec les sectes, c'est-à-dire les sectes qu'on a fini de rafistoler et on est venu avec pour en fait bloquer les dirigeants africains. Et vous allez voir, généralement lorsqu'ils entrent dans ces sectes-là, ils sont beaucoup plus des serviteurs, c'est-à-dire aujourd'hui, ils font allégeance, et vous ne pouvez pas, lorsque vous avez pris en fait, vous êtes mis dans ce sillage-là, vous ne pouvez pas facilement rompre la spirale de domination, et vous êtes obligé de faire ainsi, parce que quand on se pose véritablement la question, comment des personnes conscientes savent que dès que moi je pars de là, ou bien dès qu'on veut me faire le chantage, on va toucher mes biens à tel endroit, on va toucher mes biens à tel endroit, mais ils partent toujours mettre de l'argent. Vous voulez aller vous protéger peut-être à un endroit où vous allez même plutôt être en insécurité. On a vu un reportage aussi qui mettait en avant l'héritier Bokassa, qui est carrément à la rue en France. Il a un château qu'il n'arrive même plus à entretenir, on lui a coupé l'électricité, il est malade, il est dépressif. Est-ce que c'est à ça que devrait se résoudre la postérité des dirigeants africains, c'est-à-dire des êtres ambigus qui errent en France alors qu'ils auraient pu être des acteurs principaux du développement dans leur pays. L'exemple de Bokassa est tout à fait parlant. Et effectivement, voilà un président, le président du Bénin, qui a quitté le pouvoir. C'est un homme d'affaires, d'abord c'est un grand homme d'affaires, Patrice Talon, et aujourd'hui, dès qu'il a quitté le pouvoir, comme il avait une certaine légitimité envers son peuple, il peut rester chez lui paisiblement et continuer ses affaires. Voilà. Au Sénégal, il vient de fêter ses 100 ans. Voilà, fêter ses 100 ans. L'État a fêté ses 100 ans. L'État a fêté ses 100 ans. La précision est importante, docteur. L'État du Sénégal a fêté ses 100 ans. Que nos présidents comprennent aujourd'hui que c'est cette dynamique à vouloir toujours prendre, ou soit mourir au pouvoir, soit prendre la retraite à l'extérieur ne peut plus fonctionner parce que nul n'est bien que ce soit. Parce que lorsque vous arrivez en France, on commence, pour un ex-président, qu'on commence à martyriser, on commence à maltraiter, et on met la pression tous les jours pour perdre son on a l'impression même qu'on favorise certaines ONG à venir crier sur vos fenêtres. Vous n'avez pas un endroit de répit, c'est dictateur le matin, dictateur le soir. C'est compliqué lorsqu'on est chez l'État africain dans ces pays. Et effectivement, et vous allez voir que constamment vous allez avoir la pression. Et beaucoup finissent même dans la misère et dans la maladie, parce que lorsqu'on a vu le président Mobutu aller en France, quand il a vu de quel niveau il a dégringolé pour se retrouver en France comme un citoyen lambda, il en est mort rapidement. Or que s'il reste ici au Cameroun, même si vous êtes un ancien président, les gens vont vous appeler président au quartier, et vous allez avoir ces honneurs. Vous n'êtes pas dans la rue. Vous n'êtes pas dans la rue, vous vivez carus. Merci. Jean-Moïse Mbok, est-ce que ce n'est pas justement la peur de ce lendemain-là qui amène nos chefs, nos dirigeants à aller se réfugier de ce côté-là en espérant y couler des jours heureux lorsque le temps de l'adversité viendrait? Est-ce qu'on ne devrait pas construire justement des leaderships capables de s'auto-émanciper à la Talon? Talon, je crois qu'il est au Bénin, et il est chez lui, il monte et descend à la Jerry Rawlings. Est-ce que Jerry Rawlings est mort en Belgique ou en France? Et Boni Yahi, ils sont là-bas. Non, mais la première chose que je vais dire, remarquez que l'Afrique de l'Ouest n'a plus vraiment ce problème. Oui. C'est vraiment l'Afrique centrale qui est restée encore avec ce vieux démon. Et quand on parle de réconciliation dans chaque nation, il faudrait que les États se réconcilient avec eux-mêmes. La haine de l'ancien chef de l'État, c'est un construit. C'est monté, c'est fabriqué. Parce que vous ne pouvez pas me dire que quelqu'un a pillé, on dit que les biens lui appartiennent, mais il n'a pas accès à ces biens. Ça veut dire qu'il n'a pas pillé. Voilà pourquoi je dis que on a parlé de négociation tout à l'heure. Ça commence à l'intérieur. On a parlé des religions. Aujourd'hui, on a déjà tout chez nous. Ça veut dire qu'on doit s'asseoir. On dit que ça là, en quoi c'est bien, en quoi ce n'est pas bien. On prend le positif de chaque chose qu'on a et le négatif, on met de côté. Oui. De l'autre côté, nos dirigeants qu'on avait avant, c'est pour ça que on donne à chacun son importance, son rôle et son intérêt. Quand vous êtes en France et que vous avez peur de rentrer chez vous, mais que dans la négociation, on vous donne matière à revenir avec de la richesse sur papier. Que voilà ce qui nous appartient.
Moi, je viens comme un avocat de notre richesse. Vous donnez de la valeur. Je pense qu'il faut construire peut-être d'autres paradigmes, puisque malheureusement, on a des chefs d'État qui sont morts, qui sont enterrés hors de leur pays, ce qui prouve encore que la gestion de l'après-présidence est un problème sur le continent. On a le président camerounais, l'ancien, qui est hors de notre pays. Non, Stéphane, il y a ce problème, mais il y a aussi le traitement accordé à leur descendance. Oui. C'est d'eux que je parle. C'est-à-dire qu'avec leur descendance, il y a des choses à faire. Il y a un travail à faire ensemble. Et c'est nous qui devons montrer aux autres que nous respectons les nôtres. Au Sénégal, la valeur du président Wade vous est démontrée par le président actuel. Oui. Par le président précédent. C'est-à-dire que chacun vous montre que nous, nos anciens, là, on ne joue pas avec. Au Cameroun, ça devrait être naturel. En RCA, au Gabon, au Congo, et ainsi de suite, chaque bloc aujourd'hui doit se prendre en main. On a trop attendu que les autres viennent nous éduquer, viennent nous alors, lorsque vous avez des Bozizé, des Patassé, une fois partis, essayez de revenir avec des rébellions. Lorsque vous avez justement tous ces conflits qui émaillent souvent le rapport avec les anciens et ceux qui sont là, il y a quand même matière à réflexion. Votre question est trop intéressante. Celui qu'on a renversé, c'est une milice qui a été financée par qui nous savons. Celui qui est en train de revenir revient avec une milice financée par qui nous savons. Donc finalement, on sait qui est le problème. Soyons juste un peu humbles pour nous parler entre nous que on n'est pas gouvernant parce qu'on est président, parce qu'on dirige. On peut être gouvernant en étant conseiller, en étant encadreur, en étant gouverneur, en étant ministre. Cette gloutonnerie-là n'est pas que financière ou matérielle, elle est même aussi en termes de valeur d'envergure. Merci Jean-Marie. En 30 secondes, Franck Manson, oui, Stéphane, nous avons convoqué ici des mécanismes de rapatriement pacifique des biens. Oui. Et vous avez convoqué quelque chose, l'attitude des populations. Ce que je vais dire aux populations, plus vous manifestez de l'hostilité vis-à-vis de ces dirigeants, vous les radicalisez. Parce qu'en restant sur vos positions, ça ne vous garantit pas de lendemain meilleur. Il faudrait plutôt s'ouvrir à une potentielle démarche pour espérer que le lendemain serait meilleur. Les populations n'ont besoin que d'être rassurées. Effectivement. Merci Franck Manson pour justement cette sortie qui nous permet de mettre un terme à cette édition très enlevée de Ouro Africa. Merci à ceux qui nous ont écrit depuis le Bénin, depuis Malabo, depuis Abidjan, depuis Yamoussoukro, depuis Brazzaville, puisque le Congo était aussi de la partie. On va se dire très bonne soirée. Rendez-vous pour lundi prochain, lorsqu'il sera 21h à Yaoundé au Cameroun pour une autre saga panafricaine sur Info TV. Bien le bonsoir. Sisi ya mule, so kuyo